Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Gilles pour l'invitation. Ça m'a permis d'apprendre ce que c'était que des veines pulmonaires. En l'occurrence, c'était pas du tout ma spécialité. L'électrophysiologie cellulaire, ça fait souvent fuir tout le monde. Donc j'ai essayé de faire le plus simple possible. Et je vais commencer, avant d'aborder le vif du sujet, par un certain nombre de rappels. Comment est-ce qu'on passe les diapositives avec ça? Non. Là, voilà. Donc là, déjà, sur cette diapositive, ce que vous avez, ce sont des potentiels d'action. Pour comparer les potentiels d'action que l'on a dans l'oreillette par rapport au ventricule, donc vous voyez qu'il y a quelques différences. En particulier, le potentiel de repos de ces cellules est un peu moins négatif que dans les ventricules, ce qui est lié à une diminution d'un courant potassique qui est essentiel, qui est le courant IK1. Et la conséquence de cela, c'est qu'on aura un petit peu moins de canaux sodiques qui seront disponibles lors de la dépolarisation du potentiel d'action. Moins de canaux sodiques, moins de courant sodique, on aura donc une conduction un petit peu plus lente dans l'oreillette que dans le ventricule. La deuxième différence, c'est la repolarisation précoce ici. On a, vous voyez ici, un plateau, une repolarisation précoce très importante, et puis un plateau qui survient à des potentiels négatifs, alors qu'il est plutôt à des potentiels très élevés dans le ventricule. Et ceci est lié au fait qu'on a un courant potassique ici, transitoire, qui est très important, et puis surtout un courant qui s'appelle IKUR, qui n'est pas présent dans les ventricules, donc c'est très spécifique des oreillettes. Puis un deuxième courant potassique qui est spécifique des oreillettes, qui est un courant potassique activé par l'acétylcholine, qu'on ne retrouve pas dans les ventricules et qui va être très important pour la survenue des arythmies lors de stress cholinergique, par exemple, en raccourcissant le potentiel d'action. Donc globalement, sinon, ça fonctionne à peu près de la même façon dans les oreillettes que dans les ventricules. Le potentiel d'action est activé par le courant sodique. On a ensuite un courant calcique qui permet le couplage excitation-contraction et qui va donc maintenir le plateau. Et ce calcium qui entre par le courant calcique devra être extrudé par l'échangeur sodium-calcium, ce qui crée un autre courant entrant qui normalement n'a pas beaucoup d'impact. On verra que ça peut être différent dans certaines conditions pathologiques. Il n'a pas d'impact parce qu'il est complètement contrebalancé par un courant potassique, ce qui fait que ça n'aura pas d'effet sur le potentiel d'action. Pour le reste, la fin du potentiel d'action se termine avec l'activation de tout un tas de canaux potassiques, et ils sont identiques dans les deux cas. Et une notion importante aussi, c'est la notion de période réfractaire, donc qui est commandée, donc c'est la période pendant laquelle il n'est pas possible, après un premier potentiel d'action, de stimuler un cardiomyocyte. Et ça, c'est très important pour les arythmies. Et cette période réfractaire, elle est déterminée par la durée des potentiels d'action. Alors, en ce qui concerne les mécanismes arythmogènes, vous connaissez, en tant que cardiologue, principalement, je pense, les systèmes de réentrée, et la fibrillation atriale, c'est principalement des systèmes de réentrée de l'impulsion électrique qui va se propager comme ça, de façon complètement aléatoire dans le tissu atrial. Et ça va être favorisé par des courtes périodes réfractaires et des ralentissements de la conduction. Mais à côté de ça, on a également des activités ectopiques focales, les principales étant ce que l'on appelle des activités déclenchées. Et la plus importante, probablement dans notre contexte ici, c'est les potentiels d'action déclenchés, l'activité déclenchée par ce qu'on appelle des post-dépolarisation retardées. Ce sont ces petites bosses ici qui surviennent après le potentiel d'action, au cours de la diastole, et qui sont favorisées par des défauts de l'homéostasie calcique. Celle-ci, je ne vais pas en parler, ça concerne le QT long, et c'est plutôt anecdotique dans la fibrillation atriale. Alors la première question à laquelle Gilles m'a demandé de répondre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les activités ectopiques naissaient principalement dans les veines pulmonaires, ce qu'avait démontré Michel Essaguer dans cette publication qui est maintenant historique, montrer que la majorité, très grande majorité des foyers ectopiques naissaient dans les veines pulmonaires et qu'il suffisait d'ablater la connexion entre les veines pulmonaires et l'atrium pour supprimer la survenue de ces foyers ectopiques et de la fibrillation atriale. Alors, quand on parle de veines pulmonaires, dans le cadre de l'AFA, en fait, ce dont on parle, ce sont de manchons de tissu myocardique qui s'infiltrent qui partent de l'oreillette et qui s'infiltrent dans les veines pulmonaires. Vous voyez ici le myocarde en rouge, entouré du tissu conjonctif des veines pulmonaires. Alors, chez l'homme et les gros animaux, il s'agit ici de chiens, ça se remonte sur quelques centimètres, ça dépasse à peine le péricarde. Chez les rongeurs, on retrouve du myocarde également dans les veines pulmonaires, dans les poumons. Donc une grosse différence d'espèce là. Alors, ça va te décevoir, Gilles, mais en fait, il y a un consensus aujourd'hui pour dire que ces veines pulmonaires, enfin ces cardiomyocytes retrouvés dans les veines pulmonaires, sont des cardiomyocytes contractiles qui ressemblent en tout point
à des cellules atriales, à des cardiomyocytes atriales, que ce soit sur le plan de la forme, de la longueur, etc., de l'ultrastructure et de leur organisation en fibres, même dans les régions les plus distales de ces veines pulmonaires. Et puis sur le plan embryologique, en fait, la genèse, l'apparition de ces veines pulmonaires et l'activité électrique de ces veines pulmonaires, elle apparaît au cours du développement sous la régulation de différents facteurs de transcription, NKX2.5, PTX2, dont vous entendrez parler tout à l'heure dans le talk suivant, qui sont des gènes qui vont, de type plutôt, qui vont favoriser le phénotype atrial des veines pulmonaires, avec l'expression par exemple de la connexine 40, qui est un marqueur typique du tissu atrial que l'on retrouve dans les veines pulmonaires, alors qu'on va avoir une répression des gènes qui sont présents dans les cellules pacemaker, dans le nœud sinusal, par exemple le canal HCN4, qui est le canal pacemaker, celui qui génère l'automatisme, qui n'est pas du tout retrouvé dans les veines pulmonaires. Donc ces cellules sont vraiment des cardiomyocytes contractiles. Alors si on regarde un petit peu l'activité électrique de ces cellules, ça est une étude qui a été réalisée, il y a une vingtaine d'années, à partir de cellules que l'on isole, et puis on utilise des techniques de patch clamp pour aller mesurer les courants ioniques et puis les potentiels d'action. Et vous voyez que ce qui différencie les potentiels d'action des veines pulmonaires de ceux de l'oreillette gauche, c'est une petite dépolarisation du potentiel de repos, qui va avoir pour conséquence finalement de diminuer la disponibilité des canaux sodiques, ce qui fait qu'on en aura très peu qui vont pouvoir s'ouvrir lors de la dépolarisation. Donc la vitesse de dépolarisation du potentiel d'action sera faible par rapport à l'oreillette gauche, ce qui va conduire à une conduction très lente. Et puis on a un raccourcissement très important des potentiels d'action par rapport à l'oreillette gauche. Et qui dit raccourcissement du potentiel d'action dit période réfractaire courte. Alors là, j'espère que vous avez suivi, que vous comprendrez que les mécanismes de réentrée sont impliqués dans les arythmies. Je vais y revenir. Alors pourquoi on a ces potentiel de repos plus faible dans les veines pulmonaires? Eh bien parce que l'un des courants potassiques importants pour déterminer cette valeur de potentiel, elle est diminuée dans les veines pulmonaires par rapport aux cellules atriales. Et de la même façon, le fait d'avoir des potentiels d'action plus courts dans ces veines pulmonaires, c'est lié au fait qu'on a une diminution du courant calcique dans les veines pulmonaires et une augmentation de certains canaux potassiques qui vont donc raccourcir le potentiel d'action. Alors ça va prédisposer à la réentrée, d'autant plus que le gros problème de ces fibres myocardiques, c'est l'orientation très hétérogène de ces fibres dans les veines pulmonaires. Ce n'est pas très bien organisé finalement. On a des zones où ça va, toutes les fibres sont orientées dans le même sens, et puis des zones où on va avoir des fibres orientées dans le sens longitudinal, ce sont les flèches un peu larges, qui côtoient des fibres qui sont orientées dans le sens transversal. Donc tout ça, ça ne va pas favoriser le couplage entre les cellules, ça va rendre difficile la propagation de l'influx électrique entre les cellules, et la conséquence de cela, ça va être de ralentir fortement la conduction. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée par Mellez-Ossini au début des années 2000, où elle a posé sur une veine pulmonaire ouverte, l'oreillette est ici, la partie distale de la veine pulmonaire est ici, de multiples électrodes, 247, pour mesurer la propagation de l'activité électrique. Donc quand on stimule, on voit que la propagation électrique se fait à peu près normalement, la stimulation se fait au niveau de l'oreillette, elle se fait à peu près normalement, mais elle est très très lente à l'intérieur de la veine pulmonaire. En revanche, dès qu'on fait une stimulation un peu prématurée, un peu précoce, on voit très vite que là où il y a des changements d'orientation brutaux de l'orientation des fibres, on voit apparaître des blocs de conduction, et donc l'impulsion électrique, elle se propage ici dans ce sens, puis va faire le tour de ces zones de blocs pour venir réactiver la veine pulmonaire un petit peu plus bas. Et donc ça, c'est typiquement ce qui se passe, c'est typiquement le mécanisme des réentrées qui peut générer justement des arythmies. Alors, est-ce qu'il peut y avoir d'autres sources d'arythmies dans ces veines pulmonaires? Il n'y a pas vraiment d'activité automatique chez les gros animaux, et l'homme en fait partie. On retrouve ça uniquement chez les petites espèces. En revanche, dès qu'on stimule, donc il faut stimuler, il faut pacer les préparations pour obtenir des potentiels d'action. Par contre, si on fait un petit cocktail, un petit mélange d'isoprénaline et d'acétylcholine pour mimer ce qui peut se passer au niveau du système nerveux adrénergique,
On va introduire des changements. Vous voyez que l'isoprénaline commence à faire des petites choses ici au niveau de la diastole, au niveau du potentiel de repos qui se dépolarise un peu. Et après acétylcholine, quand on lave l'acétylcholine, on a un effet rebond en présence d'isoprénaline et on voit apparaître des activités électriques spontanées très rapides. Donc quand la stimulation est arrêtée, vous voyez que ces activités électriques peuvent se ralentir progressivement et se terminer par ces post-dépolarisation retardée dont je vous parlais précédemment. Et en fait, les phénomènes arythmiques, ils sont favorisés si, dans différents modèles pathologiques, alors là c'est un exemple où les auteurs ont diminué un peu plus le courant IK1, ont dépolarisé un peu plus les cellules, et ça entraîne cette fois l'apparition d'activités automatiques telles qu'on peut les voir dans le nœud sinusal, mais en présence d'isoprénaline, le plus important, ça reste très lent, hein, plus lent que ce qu'on a dans le nœud sinusal. En présence d'isoprénaline, par contre, on voit apparaître des activités extrêmement rapides qui peuvent être bloquées par l'acétylcholine, et là encore, ça se termine par une post-dépolarisation retardée. Et au lavage de l'acétylcholine, on voit réapparaître ces foyers ectopiques très très rapides qui sont des foyers liés à des activités déclenchées. Alors ces foyers déclenchés sont liés à des anomalies du calcium intracellulaire. Tout ce qui va conduire à une augmentation du calcium intracellulaire va entraîner des libérations spontanées de calcium dans la cellule à partir du réticulum sarcoplasmique où il est stocké normalement. Donc des libérations spontanées de calcium en diastole, au repos. Ce calcium va être extrudé par la cellule, par l'échangeur sodium-calcium ici, et ça-ci génère un petit courant qui est responsable de cette post-dépolarisation retardée. Alors normalement, quand tout va bien, le courant IK1 potassique est suffisamment important pour empêcher cela et maintenir le potentiel de repos, mais dans les veines pulmonaires, là où il est faible, ces mécanismes seront favorisés. Donc en résumé, il y a deux choses qui peuvent apparaître, des activités spontanées qui sont principalement liées à des post-dépolarisation retardées et puis des activités déclenchées qui sont favorisées par des propriétés électriques cellulaires très particulières de ces veines pulmonaires avec un potentiel de repos qui est finalement très faible. Et puis d'un autre côté, ces propriétés électriques particulières, ces potentiels d'action très brefs, donc qui conduisent à des périodes réfractaires très brèves, ces diminutions du courant sodique avec ces conductions lentes, favorisées par des problèmes d'orientation des fibres, vont conduire à des phénomènes de réentrée. Donc les deux mécanismes sont montrés comme pouvant coexister dans ces veines pulmonaires. Alors la deuxième question qui est importante dans le traitement de la FA, c'est de comprendre pourquoi une fibrillation auriculaire paroxystique qui n'est pas contrôlée, que celle-ci soit d'origine génétique, comme dans ce cas, ou qu'elle soit secondaire à une pathologie cardiovasculaire plus large. Donc pourquoi est-ce que les épisodes de FA paroxystique, s'ils ne sont pas arrêtés, vont dégénérer progressivement et conduire à de la fibrillation atriale chronique? Alors quand les premiers auteurs sont intéressés à ça, ils ont regardé un petit peu, ils ont essayé de comparer les potentiels d'action obtenus dans des oreillettes humaines, rythme sinusal, comparé à des potentiels d'action de patients en FA chronique. Et vous voyez, pas besoin d'être spécialiste pour voir que les potentiels d'action sont très différents. On a un raccourcissement très important des potentiels d'action chez ces patients, la perte du plateau et une perte d'adaptabilité de la durée du potentiel d'action à la fréquence. Normalement, quand vous ralentissez la fréquence, le potentiel d'action s'allonge. Dans le cas de la FA, ce n'est plus le cas. Et ceci va permettre, ces potentiels d'action très courts vont conduire à des durées des périodes réfractaires qui sont très courtes. Et en fait, on va pouvoir stimuler les oreillettes des patients FA chroniques de façon très très rapide, 600 battements par minute ici, sans grosse difficulté, alors que c'est beaucoup plus compliqué. On voit qu'on ne parvient pas à avoir de véritable potentiel d'action en rythme sinusal. Alors à quoi est-ce que c'est lié? Pour le comprendre, ce qui a été fait, ce sont des modèles animaux. Et le premier, c'est un modèle de chèvre, c'est pas classique. Et c'est un travail de Moritz Alessi, qui avait équipé des chèvres avec des stimulateurs cardiaques, qui, à chaque fois qu'elles détectaient un rythme sinusal, faisaient du burst, stimulaient très rapidement les oreillettes pour déclencher de la FA. Donc au départ, ces bursts font des petites salves de fibrillation atriale très très courtes, de l'ordre de 5 secondes. Après 24 heures de ce traitement, vous voyez que la fibrillation auriculaire qui est déclenchée est déjà plus longue. Et puis après 2 semaines de ce traitement, les chèvres sont quasiment toujours en fibrillation atriale. Donc pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui pouvait conduire à cela, ça avait conduit Moritz Alessi à conclure atrial fibrillation begets atrial fibrillation, donc la fibrillation atriale génère la fibrillation atriale. Alors pour comprendre pourquoi, c'est chez le chien principalement que les travaux ont été réalisés.
Donc un modèle un peu différent où on mettait un pacemaker sur un chien qui était stimulé à 400 battements par minute au niveau auriculaire pendant 42 jours. On retrouve le même remodelage des potentiels d'action que l'on observe chez les patients. Diminution du potentiel d'action et de la période réfractaire. Et ce qui a été montré dans ce modèle, c'est qu'en fait, on a, ce qui explique ce raccourcissement du potentiel d'action, c'est une altération de nombreux courants, en particulier le courant calcique de type L, qui est diminué, ce qui va faire que le plateau va diminuer, donc le potentiel d'action va raccourcir. Et cette diminution du courant est liée en fait à une altération de l'expression du canal qui génère ce courant. En fait, au cours du temps, au cours de la stimulation, le canal est de moins en moins exprimé et c'est parfaitement corrélé avec la diminution du courant. Alors le mécanisme, il a fallu à peu près 10 ans de travaux sur de nombreux modèles pour comprendre ce qui se passait. Et en fait, bon, la diapo est un petit peu compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lors d'une fibrillation atriale, le rythme très très rapide fait rentrer énormément de calcium dans la cellule. Et trop de calcium dans la cellule, c'est létal pour tous les types cellulaires, ça va conduire à la mort des cellules. Et donc il y a tout un tas de systèmes de balance, pour essayer de balancer cela, qui sont mis en place. Et le plus important d'entre eux, c'est que cette augmentation de calcium va activer une voie ici qui s'appelle la voie calmoduline, ça n'a pas une grande importance. Ce qui est important de noter, c'est que ça va activer un certain nombre de facteurs de transcription, en particulier NFAT-C3, qui va donc être transloqué dans le noyau et réprimer l'expression du canal calcique, conduisant ainsi à une diminution de ce courant, ce qui va donc raccourcir le potentiel d'action et conduire à une diminution de l'entrée de calcium. Et le même mécanisme est impliqué pour augmenter l'activité d'un certain nombre de courants potassiques. Ça, c'est Guillaume Lamiraud, en l'occurrence, qui l'avait présenté, qui avait fait ça, qui avait découvert ça avec Nathalie Gabory en 2005, je crois. Alors ça, c'était ce qu'on savait il y a 10 ans. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu compliqué. En fait, aujourd'hui, on en est où? 10 ans plus tard, on en est là. Voilà. Alors cette diapo, ce n'est pas pour vous faire peur, ou plutôt si, c'est pour vous faire peur. Ça vous montre comment on peut arriver à un mécanisme extrêmement complexe. Il n'y a pas un seul facteur de transcription qui est activé par l'augmentation du calcium. Il y en a une demi-douzaine qui vont tous interférer avec l'expression de très nombreuses protéines et donc vont réguler de très nombreux canaux ioniques qui vont être impliqués dans le raccourcissement des périodes réfractaires, d'autres qui seront impliqués dans la vitesse de conduction d'un flux électrique, et puis d'autres qui vont être impliqués dans la survenue d'anomalies de l'homéostasie calcique, et donc la survenue d'activité déclenchée. Donc quand on en est là, vous comprenez aisément qu'il n'est plus possible de traiter les patients, difficile de trouver une cible qui puisse être une cible pharmacologique, hein, avec un tel bazar. Donc le message finalement à retenir, c'est supprimer l'AFA le plus tôt possible, ablater le plus tôt possible avant que ces systèmes soient mis en place. Je vous remercie pour votre attention.